Bonjour à vous, moi c'est Gabrielle. Et moi, Sophia, bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on explore ensemble un dossier d'alternatives économiques. Le titre est assez fort. L'offensive obscurantiste, pourquoi la guerre contre la science est un non-sens économique. Oui, et on va se concentrer plus spécifiquement sur les pages 24 à 34. Notre objectif ? Essayer de décrypter les points importants de ces pages, comprendre les menaces sur la recherche. Et surtout, leurs conséquences économiques. C'est ça le point central du dossier, ce lien entre science et économie. Allez, on commence. C'est parti. Alors, dès le début, page 24, ça démarre fort. Le dossier pointe des menaces politiques contre la science. Oui, l'exemple de Donald Trump est cité dès son arrivée au pouvoir. C'est assez direct comme constat. Des remises en cause, des bases de l'éducation. C'est présenté comme une attaque contre la raison, mais le dossier insiste sur l'aspect économique. Pourquoi ? Parce que l'innovation, moteur de l'économie, dépend énormément de la recherche, y compris, et c'est crucial, la recherche fondamentale. Celle qui n'a pas d'application immédiate ? Précisément, celle qui explore, qui découvre, sans forcément viser un produit ou un service à court terme. Et c'est souvent de là que viennent les ruptures technologiques majeures. D'accord. Et en France alors ? Page 31, le ton est aussi préoccupant, on parle de recherche publique délaissée. Oui, malgré les discours sur la science ouverte, l'article évoque un continuum entre la contestation des faits et la dévalorisation de la parole des scientifiques. Concrètement, ça se traduit comment ? Des chiffres Ah oui, les chiffres sont là. Le budget 2024, par exemple, a subi des annulations de crédits. Moins 493 millions pour la mission recherche, c'est pas rien. Presque un demi-milliard. Voilà. Et sur le long terme, la part du PIB pour la R&D, elle, stagne, autour de 2,2%. Et ça fait une décennie que ça dure. Et les conséquences sur le terrain, pour les chercheurs ? Moins de postes de titulaires, plus de précarité. Ce qui n'aide pas à attirer les talents, j'imagine. Bien sûr. Et puis les universités elles-mêmes sont sous tension financière. Une situation qui remonte en partie à la loi LRU de 2007, selon l'article. Bon, situation tendue pour le public. Comment finance-t-on la recherche à leur mai ? L'ANR, l'Agence nationale de la recherche, est mentionnée page 32. Oui, l'ANR joue un rôle clé. Elle distribue pas mal d'argent, environ 1,4 milliard prévu pour 2025, via des appels à projets. Donc une logique de compétition. Exactement. Mise en concurrence généralisée. Une sociologue citée, Clémentine Gozlan, parle même de darwinisme. Darwinisme. C'est fort comme terme. Oui, l'idée c'est que ça concentre les moyens sur quelques key labs, les labos stars en quelque sorte. Ceux qui visent le rang mondial. Voilà, pour briller dans les classements internationaux, au détriment peut-être d'une recherche plus variée ou plus fondamentale ou plus ancrée localement. Et ça génère aussi de la bureaucratie pour les chercheurs, j'imagine. Monter ces dossiers. Tout à fait, c'est une critique récurrente. Beaucoup de temps passé sur l'administratif plutôt que sur la recherche elle-même. Donc public sous tension, compétition forte via l'ANR. Alors le privé. Ah, c'est la solution. Page 33, on parle du crédit d'impôt recherche, le CIR. Ah, le fameux CIR. Oui, c'est un outil majeur de soutien à la R&D des entreprises. Un des plus généreux de l'OCDE, dit l'article. Plus de 7 milliards par an. C'est ça. C'est énorme. Mais, car il y a un mais, son efficacité est très débattue. C'est-à-dire ? Une évaluation de France Stratégie, reprise dans le dossier, montre que l'effet sur l'augmentation réelle de la R&D privée est limité. Surtout pour les grandes entreprises qui en bénéficient le plus. Donc on dépense beaucoup, mais le résultat global n'est pas flagrant. Disons que, macroéconomiquement, la part du PIB pour la R&D totale, elle, ne décolle pas. On reste à ces 2,2%, bien loin de l'objectif européen des 3%. Les dépenses de R&D des entreprises, elles oscillent, sans vraie progression nette. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe pointé pages 33 et 34. Exactement. On mise beaucoup sur le transfert vers le privé, via le CIR notamment. Mais la recherche publique fondamentale, elle, semble fragilisée. Et l'ensemble stagne. L'article utilise une image. La France semble avoir lâché la proie pour l'ombre. C'est assez critique. Oui, l'analyse suggère que le problème de l'innovation en France viendrait peut-être moins d'un manque de soutien au privé que d'un investissement public insuffisant. Et d'un manque de lien efficace entre les deux mondes, public et privé. C'est aussi pointé du doigt, oui. Le manque de courroie de transmission efficace. Alors, si on devait résumer le message clé de ces pages. Le message principal, c'est que cette guerre contre la science, qu'elle soit frontale ou plus insidieuse, via les budgets et la compétition à outrance, eh bien, c'est un non-sens économique. Affaiblir la base publique en espérant que le privé compense. Une stratégie risquée. Très risqué.
selon l'analyse. Surtout pour l'innovation de rupture et la croissance future. Ça nous laisse avec une question pour la fin, non? Oui, tout à fait. Si l'innovation majeure naît souvent là où on ne l'attend pas, dans le fondamental, dans la recherche libre, qu'est-ce que ça implique à long terme? Quelles conséquences si on privilégie trop les applications directes, la course au classement? Au détriment peut-être de cette diversité, de cette liberté de chercher, sans feuille de route. C'est une question ouverte qui mérite réflexion. Voilà qui conclut notre exploration du jour. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. Si cette discussion vous a intéressé, un petit like, un abonnement, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. À très bientôt. À bientôt.